ça, c'est assez facile, l'abcès. Les autres complications, c'est la péritonite. Si elle est généralisée d'emblée avec donc une péritonite stercorale, c'est des gens qu'il faut opérer, c'est le traitement extrême. Donc c'est une laparotomie. Et on va retirer le segment de côlon sigmoïde qui est donc malade. On va donc agrafer au niveau du rectum, qui n'est pas malade. On laisse le rectum agrafé dans le ventre, on retire le sigmoïde qui est inflammé, et en zone saine, en amont, on fait ce qu'on appelle une colostomie, donc une dérivation des selles, souvent en faucille à gauche. Et donc ça permet comme ça donc, de laisser les gens cicatriser et secondairement de rétablir la continuité en faisant une anastomose entre le côlon et le rectum. C'est une chirurgie qui est très morbide, particulièrement chez les personnes âgées. Pour ce qui est des formes chroniques, on a parlé tout à l'heure de la fistule sigmoïdo-vésicale. C'est une indication à une chirurgie. Il n'y a pas d'autre traitement que la chirurgie, mais donc ça se fait à froid. Quand les choses ont cicatrisé, que c'est fibrosé, on retire le sigmoïde, on ferme la communication avec la vessie et on fait une anastomose entre le côlon et le rectum. Voilà pour les traitements. Voilà pour la sigmoïdite. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Alors le méléna, quelqu'un sait? Voilà. Donc dans l'item hémorragie digestive, il y a l'hématémèse, c'est du sang vomi, rouge. Il y a le méléna qui est du sang digéré, qui a une odeur très particulière que vous allez apprendre lors de vos stages de sémiologie, vous en souviendrez. C'est des selles très noires qui puent. On en sent une fois, on s'en souvient. Et les rectorragies, c'est du sang rouge. Donc hématémèse et méléna, en général, ça décrit un saignement haut, puisqu'il faut, pour que ce soit du méléna extériorisé, que ce soit digéré. C'est pour ça que c'est assez rare qu'un diverticule qui saigne donne du méléna. Il faut que ce soit quelque chose assez en amont, donc notamment du côlon droit, pour que ça ait le temps d'être digéré et que ça sorte en méléna. Voilà. Donc on passe au deuxième volet, là, les occlusions. Donc les occlusions, c'est un truc quand même qui est très très fréquent. Et quelle que soit votre spécialité, après, vous allez forcément en voir plusieurs fois par an. Donc il y a une définition, c'est assez simple, c'est un arrêt complet et persistant du transit intestinal. Donc par transit, on entend les gaz essentiellement, et aussi les selles, mais c'est surtout un arrêt des gaz en fait. Ça peut être secondaire soit un obstacle, soit une paralysie de la motricité intestinale. Donc on dit classiquement arrêt des matières et des gaz pendant plus de 24 heures. On va voir que c'est une présentation clinique extrêmement vaste, et donc il faut essayer de schématiser dans vos têtes comment on raisonne devant un arrêt des matières et des gaz. Donc déjà on pose le diagnostic d'occlusion, rien que sur cette définition, et d'emblée on élimine les causes fonctionnelles, donc qu'on appelle iléus paralytique. Iléus, ça veut juste dire occlusion, réflexe ou fonctionnelle. Donc les formes, en gros, tout traumatisme, effraction chirurgicale ou inflammation intra-abdominale peut générer un arrêt du péristaltisme normal, naturel, de l'intestin. Donc une colique néphrétique, une colique hépatique, une pyonéphrite, une salpingite, ce que vous voulez, ça peut générer donc un arrêt des matières et des gaz, plus ou moins transitoire, et qu'on appelle iléus ou occlusion fonctionnelle. Donc déjà tout ça, à l'interrogatoire et à votre examen rapide, il faut éliminer ce volet des occlusions, c'est assez fréquent. Il faut les éliminer. Parmi eux, on retrouve aussi les médicaments, et particulièrement la morphine ou les dérivés morphiniques. Vous avez marqué antalgique opiacé, c'est la même chose. Certains médicaments comme les antidépresseurs et certaines pathologies métaboliques, notamment l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, ça donne de la constipation, et en forme particulièrement poussée, ça peut donner des iléus. Mais c'est proche de la constipation. Donc, éliminer déjà les causes fonctionnelles, premier élément. Deuxième élément, si vous avez éliminé ça, ça ne peut être qu'une cause mécanique. Parmi les causes mécaniques, il y a deux grands mécanismes, les causes obstructives et les strangulations. Les causes obstructives, c'est comme dans tous les tuyaux de l'organisme qui se bouchent. Il y a des causes intraluminales. Donc le calcul biliaire, c'est pas forcément ce que j'aurais dit en premier, mais bon. Bref, il y a endoluminal, pariétal et compression extrinsèque.
Donc les causes endoluminales, c'est tout ce qui va pouvoir bloquer l'intestin de l'intérieur. Donc le calcul biliaire, on verra tout à l'heure, c'est une forme très particulière d'occlusion. Il faut l'avoir, ce schéma clinique en tête, on le développera tout à l'heure. Le fécalome, c'est un peu exagéré, parce que le fécalome, c'est finalement une constipation poussée à l'extrême. Mais bref, il faut faire un toucher rectal pour faire ce diagnostic-là. Le corps étranger, donc chez les enfants, ça peut arriver, même chez les personnes les plus âgées. À Cochin, à l'Hôtel-Dieu, vous avez le centre où vous recevez tous les patients qui viennent de l'aéroport avec des boulettes de cocaïne, par exemple. Ça peut générer des occlusions. C'est un corps étranger intra-abdominal qui peut se bloquer au niveau d'un rétrécissement qui est la jonction iléocécale. Vous avez la valvule de Bowen qui est un petit espace qui se rétrécit et donc ça peut se bloquer ici. Les causes pariétales, c'est c'est tout ce qui peut toucher la paroi, au niveau notamment les cancers, certains lymphomes de la paroi. Il y a un épaississement de la paroi qui peut conduire à une occlusion. Les sténoses inflammatoires, un exemple, c'est par exemple la sigmoïdite, on l'a vu tout à l'heure. Les sigmoïdites qui se répètent peuvent générer une sténose inflammatoire, ou les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, type maladie de Crohn notamment, peuvent générer des sténoses inflammatoires. Et les causes extraluminales, donc c'est tout ce qui peut comprimer de l'extérieur, carcinose péritonéale par exemple, lymphome sur des ganglions digestifs du mésentère par exemple. Bref, mais finalement vous allez voir que les causes obstructives, ce n'est pas forcément les plus fréquentes. Celle qu'il faut bien comprendre, c'est les occlusions par strangulation. Et donc la strangulation, c'est une incarcération de l'intestin grêle ou du côlon. Vous allez voir les volvulus, et la plus fréquente de toutes, c'est les occlusions sur bride post-opératoire, où vous avez, après toute chirurgie, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ventre, en fait, vous avez eu des cours d'anatomie, tous les viscères, et notamment l'intestin, glissent sur les séreuses, et notamment sur le péritoine. Quand vous avez eu une chirurgie, vous avez une effraction de la cavité abdominale, et vous avez des cicatrisations aberrantes, avec des adhérences qui se forment entre l'intestin et la paroi, entre l'épiplomb, le grand omentum et la paroi, par exemple. Ça génère des cordes tendues dans le ventre, qu'on appelle des brides. Et ces brides, en fait, vous pouvez avoir même 10 ans, 20 ans après une chirurgie simple comme l'appendicite, vous pouvez avoir l'intestin grêle, notamment, qui peut capoter au-dessus d'une corde tendue dans le ventre, donc une bride, et ne plus pouvoir s'extraire, ce qui génère donc une occlusion en amont. C'est un mécanisme extrêmement fréquent. Autre volvulus, cette fois-ci au niveau du côlon, le volvulus du sigmoïde. Ça, on verra tout à l'heure cette présentation clinique. Ensuite, vous avez le diagnostic à ne pas omettre, c'est l'étranglement herniaire. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez des questions sur la sémiologie digestive, vous examinez les orifices herniaires, vous examinez les cicatrices qui peuvent donner des éventrations, donc c'est l'équivalent des hernies, mais sur les cicatrices créées par l'homme. Il faut chercher donc des causes d'occlusion au niveau de ces orifices. Donc l'étranglement herniaire, c'est un des seuls diagnostics que vous pouvez faire cliniquement avec votre main. Donc il faut le rechercher. Dernier item là, sur ces occlusions intestinales aiguës par strangulation. C'est un peu exagéré de dire par strangulation, c'est les invaginations intestinales aiguës, ça c'est chez l'enfant essentiellement, ou chez l'adulte avec une cause, par exemple une adénopathie du mésentère, ou essentiellement une adénopathie du mésentère, vous allez avoir une invagination, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'intestin rentre dans l'intestin comme une chaussette à l'intérieur de... vous avez un boudin d'invagination, mais c'est très fréquent chez l'enfant. Donc une fois qu'on a un peu tout ça en tête, on élimine donc les causes fonctionnelles, on recherche une cause mécanique. Donc là, on a pas mal dit de choses sur la physiopathologie, globalement. Donc là, je vais vous résumer ça, c'est un peu indigeste. En gros, il y a un obstacle, et en amont, ça se remplit. Et c'est pas parce que les gens mangent pas ou qu'ils vomissent que ils vont pas être distendus. Au contraire, l'intestin, ça sécrète environ 4 litres par jour. Et donc, quand on est en occlusion, ça sécrète et souvent, le liquide n'est pas réabsorbé,
C'est ce qu'on appelle souvent, on ne comprend pas bien quand on est à votre place, là, le troisième secteur. Ça veut tout simplement dire qu'il y a il y a deux secteurs qui sont connus pour comprendre l'état d'hydratation d'un malade. C'est le secteur intravasculaire et le secteur intracellulaire. Et ben, quand on est en occlusion, par exemple, il y a un tel séquestre d'eau, de liquide, dans les intestins, je dis ça peut être 4 litres, qu'en fait ça crée un troisième secteur qui va avoir une influence sur l'état hémodynamique du malade. Donc, occlusion, dilatation d'amont, le tube digestif se distend. La distension, elle crée une ischémie des vaisseaux. C'est un petit peu comme si vous gonflez un ballon de baudruche, à un moment donné, il claque. C'est pareil pour l'intestin. Plus c'est occlu, plus en amont ça se dilate, plus les vaisseaux qui vascularisent cette paroi, ils sont comprimés. L'intestin souffre et, in fine, va se nécroser. Et c'est comme ça qu'on explique le phénomène de perforation digestive au cours d'une occlusion. C'est que l'intestin va se nécroser, donc ischémier puis se nécroser, et donc finir par perforer, générant une péritonite par perforation digestive. Donc en gros, les conséquences que vous avez là, le désordre hydroélectrolytique, c'est facile à comprendre. Ce séquestre de troisième secteur génère une déshydratation intravasculaire ou extracellulaire, avec une insuffisance rénale fonctionnelle au décours. Et ensuite, le fait que le contenu digestif soit plein de bactéries, eh bien, quand vous avez l'ischémie digestive, vous avez un phénomène de translocation bactérienne. Donc les bactéries, elles vont passer la paroi digestive et se retrouver dans la circulation sanguine générale. Ça génère donc des translocations. C'est comme ça qu'il y a de la fièvre dans les occlusions. Et après, donc selon les tableaux, vous pouvez aller jusqu'à un état de choc par ces mécanismes. Donc sur le plan sémiologique pur, il faut retenir la douleur abdominale. Ça fait mal, une occlusion, particulièrement quand elle est d'apparition brutale. Donc, vous avez ensuite des vomissements qui ne sont pas toujours fréquents, qui ne sont pas toujours présents, notamment dans les occlusions coliques, mais dans les occlusions du grêle, vous avez des gens qui vomissent. Et l'arrêt des matières et des gaz, donc ça c'est clairement, ça fait partie de la définition. Vous recherchez les autres signes de complications, les conséquences de cette occlusion. Donc vous cherchez un petit peu l'état d'hydratation de votre malade. Vous faites la recherche d'une déshydratation extracellulaire, notamment, donc c'est des patients qui vont être qu'on appelle vides, en fait, sont déshydratés, ils sont tachycardes, ils ont une hypotension. Vous recherchez un pli cutané et comme ils ont une insuffisance rénale fonctionnelle, ils vont être oliguriques, ça veut dire qu'ils pissent moins. Sur le plan de la palpation abdominale, le météorisme, c'est le signe que vous pouvez retrouver à la palpation et à la percussion. Donc le météorisme abdominal, c'est un ballonnement avec un ventre qui est rempli d'eau mais aussi d'air. Et donc quand vous percutez, vous avez un tympanisme diffus de la cavité abdominale. À ce stade-là de votre examen clinique, vous auscultez le ventre et vous recherchez la présence ou non de bruit hydroaérique. Vous pouvez avoir selon les tableaux et les étiologies, soit un silence auscultatoire, donc ça traduit souvent une occlusion aiguë, l'absence de bruit hydroaérique. En général, ça ne va pas très bien se passer. Et quand vous avez le deuxième mode, c'est la présence de bruit hydroaérique qui traduisent une lutte, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle. L'intestin d'amont, il n'est pas paralysé encore, et donc vous allez avoir des bruits hydroaériques qui traduisent donc un péristaltisme qui lutte contre cet obstacle. Donc ça dépend un petit peu des étiologies, mais globalement, il faut rechercher plutôt un silence auscultatoire et donc ce tympanisme. Toujours pareil, on l'a dit, les cicatrices abdominales et les orifices hernières, c'est fondamental de les rechercher à ce moment-là de votre examen. Et ensuite, le reste, on l'a un petit peu dit, c'est de l'examen, on va dire, à la recherche. Ça dépend un petit peu de votre cas clinique. Il faut essayer d'orienter l'étiologie. Si vous avez une altération de l'état général dans l'interrogatoire, que
vous avez des antécédents de cancer, que la personne est en âge d'avoir un cancer, vous pouvez rechercher des signes indirects, notamment une hépatomégalie ou une adénopathie susclaviculaire, qui vont vous faire penser à une tumeur avancée avec des métastases hépatiques en cas d'hépatomégalie. Mais là, on est dans de la finesse sémiologique. Aujourd'hui, c'est plus trop le problème avec le scanner. Donc retenez bien, douleur, vomissement, arrêt des matières et des gaz, météorisme, et la recherche de complications sur les orifices hernières. Un examen, là encore, il faut apprendre ça parce que c'est important, mais c'est détrôné par le scanner. Donc c'est l'ASP, il faut quand même savoir l'interpréter parce que c'est quand même facile à avoir. Donc l'ASP, c'est l'abdomen sans préparation. Il faut demander des clichés debout, couchés, et éventuellement centrés sur les coupoles. Donc debout, il faut rechercher ces fameux niveaux hydroaériques. Donc là, vous en voyez là, sur ces coupes, c'est donc des niveaux. Voilà, c'est un trait entre l'air et l'eau. Ça crée des niveaux hydroaériques et on voit évidemment chez des patients qui sont debout. Couchés, vous n'en verrez pas. Il y a des éléments qui orientent entre une cause de l'occlusion au niveau de l'intestin grêle ou du côlon. S'il y a des niveaux hydroaériques de l'intestin grêle, ils sont plutôt centraux. Ils sont plutôt plus larges que hauts, comme vous voyez sur cet exemple. À l'inverse, quand vous avez une occlusion colique, le niveau hydroaérique il va être plutôt périphérique, qui suit le cadre colique, et il va être plus haut que large. Couché, ce qui nous intéresse, c'est aussi de distinguer entre une occlusion colique et une occlusion du grêle. Donc les trucs à retenir, c'est qu'au niveau de l'intestin grêle, vous recherchez une distension. Souvent, vous voyez le relief on verra sur les images après, vous voyez le relief de l'intestin grêle et vous voyez des traits blancs qui communiquent de part et d'autre de la paroi qu'on appelle les valvules connivantes. Et pour ce qui est du côlon, quand il est distendu, on voit des petites vaguelettes, et on verra la différence tout à l'heure, qu'on appelle les ostrations. Après, le reste, c'est un petit peu moins important. Le pnéopéritoine, on peut le rechercher sur des coupoles, sur un ASP centré sous les coupoles debout. Mais bon, surtout, il faut retenir les niveaux hydroaériques pour ça. Vous faites un bilan, ça, c'est assez classique. On a dit qu'il pouvait y avoir des troubles ioniques lors des occlusions, une hypokaliémie due au vomissement, et vous recherchez un petit peu d'autres diagnostics, la lipasémie pour rechercher une pancréatite, le bilan hépatique, ça se fait un peu de routine, mais ce n'est pas très spécifique. Vous pensez au bilan préopératoire si vous sentez qu'il faut l'opérer, mais ça, ce n'est pas non plus quelque chose de très discriminant pour faire le diagnostic, évidemment. Donc si on résume là les deux grands cadres des obstructions mécaniques, des occlusions mécaniques, il y a la strangulation. On a vu que c'était quelque chose d'aigu, avec une douleur brutale, des douleurs violentes et permanentes, avec des vomissements qui seront assez précoces et rapides. À l'inverse, l'obstruction, en général, ça se fait de façon plus progressive, et donc ce sera une clinique plus frustre. Les signes généraux, ça va dépendre un peu de l'étiologie, mais les personnes qui ont une cause par strangulation aiguë, ils ne vont pas être bien vite fait. Alors que ceux qui sont en obstruction chronique, on ne va pas avoir forcément d'altération de l'état général quand on les voit aux urgences. Pour ce qui est des signes cliniques,